60 attaques en quelques mois, mais près de 70% des routes stratégiques ont déjà été rétablies dans l'est du Burkina Faso. Au milieu des villages vidés et des marchés hésitants, le pays avance sur une ligne étroite où chaque erreur peut effacer des semaines d'efforts. Que signifie vraiment ce basculement pour celles et ceux qui regardent Ibrahim Traoré lorsque les preuves viennent des puits, des routes et des écoles plutôt que des discours officiels ? Dans cette lumière sèche et poussiéreuse, la promesse d'un État qui revient par des actes reste encore à vérifier. Au milieu des villages désertés, des routes brisées et des marchés silencieux, une évidence s'impose. Le pays ne peut plus continuer à osciller entre espoir fragile et menace permanente. La promesse centrale, simple en apparence mais exigeante dans sa mise en œuvre, consiste à reconstruire assez vite pour empêcher que la crise ne regagne le terrain perdu. Cette promesse implique une double condition: restaurer la sécurité minimale et rétablir la présence concrète de l'État auprès des habitants dispersés. Son cœur repose sur 3 piliers à la fois techniques et vitaux: stabiliser les axes, relancer l'accès à l'eau, réactiver les écoles. Ces actions, souvent citées dans les analyses de terrain, créent le socle élémentaire permettant aux familles de revenir sans se sentir piégées. Mais une question demeure, presque lancinante. Cette reconstruction peut-elle tenir si la pression armée ressurgit soudain ? C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré, régulièrement présente sur les zones sensibles, devient un repère pour mesurer la cohérence entre discours, décisions et preuves visibles. Dans cette dynamique instable, chaque geste institutionnel compte plus que les déclarations publiques. Plus de 60 attaques ont frappé l'est du Burkina Faso en quelques mois, mais environ 70% des routes stratégiques ont pourtant été rétablies, créant un basculement inattendu dans une zone longtemps considérée comme perdue. Cette combinaison de recul violent et de reprise méthodique constitue la première révélation. Le rapport de force ne s'effondre plus dans un seul sens, il oscille désormais, révélant un espace d'action que l'on pensait disparu. Dans cette dynamique, les opérations militaires avancent par segments courts, sécurisant mètre après mètre les axes vitaux. Les unités régulières s'attachent à tenir les portions les plus exposées, tandis que les VDP tissent un filet de surveillance autour des villages en reprise. Les drones fabriqués localement repèrent les déplacements ennemis, identifient des camps hostiles et réduisent progressivement la mobilité des groupes armés. Cette approche lente mais cumulative transformait un territoire qui paraissait voué à l'isolement en un espace où les circulations essentielles deviennent de nouveau possibles. Parallèlement, la présence civile revient, encore fragile mais désormais perceptible. La restauration de puits, la réouverture d'écoles, la remise en culture de certaines parcelles et les premiers regroupements familiaux témoignent d'une recomposition silencieuse. Ce ne sont pas des chantiers spectaculaires, mais des gestes répétés qui redonnent un rythme minimal aux localités. Les habitants disent souvent que ce n'est pas encore la paix, mais c'est un mouvement vers la vie. Dans ce paysage recomposé, la rôle-présence d'Ibrahim Traoré prend un relief particulier. Lorsqu'il marche parmi les soldats épuisés ou rencontre les habitants revenus dans les zones libérées, il inscrit son action dans une continuité qui dépasse les déclarations officielles. Sa présence physique dans les zones sensibles agit comme un signal de partage du risque, renforçant l'idée que l'État ne se contente plus d'observer à distance. Ainsi se forme un contexte paradoxal, un territoire toujours sous pression, mais traversé par des signes mesurables d'inflexion. Dans les zones fraîchement reprises, les premiers signes tangibles de transition apparaissent à travers des scènes modestes mais décisives. À Tenko, le Premier ministre Remlan Emmanuel Vrogo marche parmi les troupes couvertes de poussière, sans discours solennel, mais avec une présence régulière qui devient un repère pour soldats et civils. Cette posture, dépourvue de mise en scène, donne un poids particulier à chaque déplacement officiel, car elle montre que l'autorité continue de partager les risques. Autour des camps avancés, les gestes quotidiens traduisent la fragilité et la détermination d'un territoire qui essaie de se remettre debout. Une école brûlée, en cours de réparation, sert de point d'ancrage pour les premiers groupes d'enfants revenus. Sous une simple bâche, une salle de classe improvisée accueille des leçons irrégulières, mais suffisantes pour réintroduire un minimum de rythme collectif. Non loin, des agriculteurs
inspectent des champs abandonnés depuis des mois, dégagent les puits restaurés avec l'aide des VDP et reprennent les premières plantations. Ces micro-scènes, dispersées mais récurrentes, composent la trame d'une reconstruction encore fragile. Elles montrent que la présence civile n'est plus seulement une conséquence de la sécurisation militaire, mais un moteur qui accélère le retour à une forme de normalité. Pour beaucoup d'habitants, la perception du changement repose sur cette continuité visible. La route qui s'ouvre, le puits qui fonctionne, la classe qui reprend. Dans ce contexte, les passages d'Ibrahim Traoré dans les zones sensibles agissent comme un stabilisateur symbolique. Sa présence physique, souvent discrète mais répétée, rassure les populations qui redécouvrent la présence concrète de l'État après des mois d'abandon forcé. Au départ, la situation semblait s'enliser. Les routes étaient coupées les unes après les autres, les villages se vidaient et les attaques se multipliaient à un rythme qui ne laissait aucun répit. Dans l'est du Burkina Faso, les habitants vivaient dans une succession d'évacuations forcées, de marchés abandonnés et de points d'eau inaccessibles. L'impression dominante était celle d'un effondrement progressif, nourri par l'isolement croissant de communautés déjà fragilisées. Les forces régulières, débordées par la simultanéité des offensives, peinaient à maintenir une présence continue, tandis que les VDP, dispersés, tentaient de tenir des positions mouvantes avec des moyens limités. Puis, un point de bascule s'est progressivement dessiné. Sous la pression croissante, les autorités réorganisent en urgence la chaîne de commandement. Les décisions se resserrent, les priorités se clarifient, empêcher que la rupture locale ne devienne une rupture régionale, voire nationale. C'est dans cette période que l'accélération des décisions militaires et administratives devient palpable, notamment sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, qui insiste sur la nécessité d'empêcher la fragmentation totale du territoire. Le déclenchement de la riposte repose sur une stratégie aussi simple que risquée. Reprendre les routes stratégiques avant que les groupes armés ne consolident leur position. Les unités régulières avancent par tronçons courts, sécurisant mètre après mètre dans une progression lente mais déterminée. Les VDP, intégrés aux patrouilles mixtes, forment un filet de surveillance qui, malgré sa vulnérabilité, réduit progressivement les marges de manœuvre adverses. L'introduction de drones fabriqués localement constitue un tournant discret mais décisif. Ces appareils détectent des mouvements ennemis invisibles depuis le sol, révèlent plus d'une centaine de camps hostiles en moins de 6 mois et permettent de réagir avant que les attaques ne deviennent irrésistibles. La dynamique qui se met alors en place produit un effet cumulatif inattendu. En quelques mois, environ 70% des routes stratégiques basculent sous contrôle étatique. Cette reconquête logistique brise le cycle d'isolement qui paralysait les villages. Là où il fallait auparavant des heures pour contourner des axes dangereux, les patrouilles circulent de nouveau, les convois arrivent plus vite et les équipes civiles peuvent intervenir sans se retrouver immédiatement exposées. Dans le même temps, les rapports militaires et onusiens signalent une baisse d'environ 35% des attaques au dernier trimestre. Une diminution qui ne supprime pas la menace, mais qui la fragmente, la ralentit, la rend moins prévisible. C'est alors que les premiers effets de la reconquête deviennent visibles dans le quotidien des habitants. Les puits restaurés fournissent de nouveau de l'eau à des milliers de familles. Certaines écoles rouvrent, parfois sous forme de classes improvisées sous des bâches, mais suffisantes pour redonner un rythme aux enfants revenus. Les marchés reprennent timidement, avec quelques étals alignés le long des axes récemment sécurisés. Les agriculteurs retournent inspecter des parcelles laissées en friche et remettent la terre en culture dès que les conditions s'y prêtent. La présence d'Ibrahim Traoré dans les zones sensibles renforce cette impression d'un basculement progressif. Lorsqu'il apparaît aux côtés des soldats, des VDP ou des habitants revenus dans des villages libérés, il incarne l'idée que la stabilisation n'est pas un slogan, mais un processus vécu sur le terrain. Son rôle dans ce flux d'événements n'est pas celui d'un décideur distant. Il devient un relais visible d'un État qui tente de reconstruire au même rythme que le territoire se réorganise. La séquence enlisement, basculement, dérivée constructive prend alors forme, un mouvement fragile, encore réversible, mais porteur d'une cohérence que l'on croyait hors de portée. La trajectoire actuelle repose sur 3 indicateurs majeurs
qui, mis bout à bout, révèlent une dynamique de basculement mesurable. Le premier est celui des routes. Environ 70% des axes stratégiques ont été rétablis après plusieurs mois d'opération. Cet indicateur, longtemps considéré comme hors d'atteinte, montre un déplacement concret du rapport de force, car une route fonctionnelle n'est pas seulement un couloir logistique, c'est la condition minimale permettant circulation, ravitaillement, patrouille et intervention civile rapide. Une route ouverte crée une continuité vitale dans un environnement instable. Cette restauration progressive modifie la géographie du risque. Ce ne sont plus seulement des tronçons sécurisés, mais des couloirs complets reliant des villages en reprise, des postes avancés et des points d'eau essentiels. Le deuxième indicateur est la baisse d'environ 35% des attaques au dernier trimestre, selon les données disponibles. Ce chiffre, s'il ne signe pas une victoire décisive, constitue un infléchissement inattendu dans une zone où les offensives paraissaient inarrêtables. La baisse observée réduit l'initiative tactique des groupes armés. Cette rupture de cadence ralentit la mobilité ennemie, fragmente leur capacité de coordination et ouvre un espace psychologique essentiel. Les habitants cessent d'être pris dans un cycle permanent de peur, ce qui leur permet d'envisager des retours partiels ou des activités agricoles intermittentes. Le troisième indicateur est celui de la reconstruction sociale minimale. Plus de 300 puits restaurés et 40 écoles rouvertes dans les zones les plus touchées. Ces chiffres constituent la base d'une stabilisation durable, car l'accès à l'eau et l'éducation structurent la journée, redonnent un rythme et recréent des repères essentiels. Chaque puits de restauré garantit une routine quotidienne à de nombreuses familles. Là où un puits fonctionne, les familles reviennent plus vite, les marchés se réinstallent et les activités locales reprennent. Les écoles rouvertes, même sous des abris provisoires, attirent les enfants revenus et réactivent des formes élémentaires de cohésion sociale. Ce triptyque, route, sécurité, services essentiels, produit un effet cumulatif rare. Il démontre qu'une reconstruction pragmatique peut avancer même dans un contexte encore volatile. Et c'est précisément dans cette dynamique que la présence d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Ces déplacements réguliers dans les zones sensibles s'inscrivent dans une logique de vérification directe, mesurer les effets réels, non pas à travers les rapports, mais par l'observation des routes utilisées, des puits fonctionnels et des classes en activité. Sur le terrain, cette présence n'est pas perçue comme un geste médiatique, mais comme un signal politique. L'État accepte de partager les risques au même titre que les habitants. Ce lien entre indicateurs concrets et présence institutionnelle nourrit une évolution discrète mais structurante. Là où les communautés ne voyaient autrefois que l'abandon, elles perçoivent désormais une accumulation d'actes visibles. Les 3 chiffres clés ne résument pas à eux seuls la réalité, mais ils éclairent une trajectoire où la stabilisation progresse par couches successives. Mobilité retrouvée, insécurité fragmentée, services revenant par zones concentriques. La question qui se pose alors n'est pas seulement celle de la poursuite de cette dynamique, mais de sa capacité à résister aux prochaines secousses. À mesure que le territoire reprend forme, 2 lectures opposées s'affrontent dans l'analyse nationale. La première, défendue par plusieurs observateurs, affirme que seule une militarisation accrue permettra de consolider durablement les zones reprises. Selon cette position, l'extension du rôle des VDP n'est pas un choix idéologique, mais une nécessité structurelle. Ancrés dans leur communauté, ces volontaires assurent une réactivité que l'armée régulière, avec sa logistique plus lourde, ne peut pas toujours garantir. Pour cette école de pensée, tant que la pression armée persiste, le pays doit accepter un niveau d'organisation plus martial afin d'empêcher la résurgence des groupes hostiles. La seconde position prend le contre-pied. Elle insiste sur les risques d'un glissement prolongé vers un modèle sécuritaire diffus, susceptible d'affaiblir les institutions civiles déjà fragilisées. Militariser largement la société, même sous forme de volontariat, pourrait créer une dépendance structurelle à la violence, brouiller les frontières entre gouvernance et défense, et installer durablement une culture d'exception. Certains analystes redoutent également que l'usage accru des drones et des technologies militaires ne piège le pays dans une forme de conflit asymétrique permanent, détournant l'attention des priorités sociales telles que l'éducation, la santé ou la cohésion communautaire. Face à ces 2 blocs théoriques,
les faits disponibles livrent une réponse plus nuancée. Les baisses d'attaques observées, les centaines de puits restaurés et la réouverture de 40 écoles apparaissent précisément dans les zones où armées régulières, VDP et équipes civiles ont opéré ensemble. Ce constat ne valide ni un modèle purement militaire, ni un modèle strictement civil. Il montre qu'une articulation contrôlée des deux dimensions a produit les premiers résultats tangibles. Dans cette configuration hybride, la présence d'Ibrahim Traoré agit comme un point d'équilibre. Ses déplacements dans les zones sensibles sont perçus comme un essai de coordination vivante entre sécurité et services civils, plutôt qu'un choix exclusif pour l'un ou l'autre camp. Le défi, désormais, consiste à maintenir cet équilibre sans laisser l'une des deux logiques absorber l'autre. Le terrain reprend l'initiative. Dans plusieurs localités libérées, ce ne sont plus seulement les forces armées qui déterminent le rythme, mais les habitants eux-mêmes revenus par petites vagues après des mois d'abandon forcé. Les premiers regroupements familiaux, les puits remis en service et les classes improvisées réintroduisent une forme de continuité que l'on croyait perdue. Les villages, longtemps réduits au silence, retrouvent des gestes ordinaires. Puiser l'eau, ouvrir une salle de cours, remettre en culture une parcelle. Ce déplacement du centre de gravité révèle un basculement discret mais décisif. La reconstruction avance parfois plus vite que la menace ne se réorganise. Là où les attaques rythmaient le quotidien, un espace respirable apparaît, suffisant pour encourager des retours sporadiques. La présence régulière d'Ibrahim Traoré dans les zones sensibles renforce cette perception, car elle signale que l'État partage désormais les risques au même titre que les habitants. Ce midpoint dévoile une réalité nouvelle. L'État n'est plus seulement un acteur militaire, mais un compagnon de terrain qui accompagne la reprise plutôt qu'il ne la précède. Cette inversion subtile de dynamique crée un moment charnière, fragile, réversible, mais porteur d'espoir concret. Pour les habitants des zones reprises, les évolutions récentes se mesurent d'abord à travers le quotidien. Les puits restaurés permettant de rétablir des routines élémentaires, puiser l'eau sans parcourir des kilomètres, organiser les repas, reprendre des gestes interrompus par des mois d'insécurité. Les écoles rouvertes, même sous des abris de fortune, redonnent un rythme aux enfants et structurent la journée des familles. Les marchés, longtemps désertés, recommencent à s'installer le long des axes sécurisés. Les agriculteurs remettent en culture des parcelles laissées en friche, créant des signes d'activité qui n'existaient plus. Cette réactivation progressive ne constitue pas encore une normalité, mais un socle minimal sur lequel les communautés tentent de reconstruire leur équilibre. Pour les institutions nationales, la reconquête sécuritaire modifie les marges d'action. Les ministères de l'eau, de l'éducation et des infrastructures retrouvent des espaces où intervenir sans dépendre d'escortées lourdes ou d'opérations préalables longues. La restauration des puits, la réouverture des écoles et la consolidation des routes étendent progressivement la présence concrète de l'État, en particulier dans les zones périphériques où la légitimité institutionnelle avait reculé. La présence régulière d'Ibrahim Traoré dans les zones sensibles renforce cette dynamique. Ces déplacements servent de signal politique, montrant que l'État ne se contente plus d'administrer depuis la capitale, mais partage les risques et vérifie directement les avancées. Pour les voisins régionaux, la baisse d'environ 35% des attaques modifie certains équilibres dans le Sahel. Les flux d'insécurité, qui suivaient des couloirs transfrontaliers, ralentissent, réduisant la pression dans plusieurs zones frontalières. Les drones fabriqués localement, devenus outils de surveillance souveraine, attirent l'attention d'autres capitales sahéliennes intéressées par une réduction de dépendance à l'assistance extérieure. La stabilisation partielle du Burkina Faso réorganise ainsi l'espace sécuritaire régional en atténuant certaines dynamiques transfrontalières qui alimentaient les crises voisines. Pour la diaspora et les observateurs extérieurs, la recomposition du terrain offre une lecture plus nuancée d'un pays longtemps réduit à ces crises récurrentes. Les chiffres relatifs aux routes, aux puits restaurés et aux écoles rouvertes témoignent d'efforts internes soutenus malgré un environnement toujours volatile. Les reportages et analyses, qu'il s'agisse de suivi médiatique ou de formats proches des chroniques spécialisées, montrent un État tentant de reconstruire avec ses propres moyens plutôt que d'attendre une solution extérieure. Cette perspective renouvelée contribue aussi à redéfinir l'image du Burkina Faso dans les débats internationaux. Ainsi, à travers ces 4 angles,
Habitants, institutions, régions, diaspora, se dessine un paysage complexe mais cohérent, une stabilisation encore fragile, traversée d'avancées concrètes et d'incertitudes persistantes, où le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit comme un marqueur de continuité dans un territoire en recomposition. Une question revient avec insistance. Que se passerait-il si le fragile équilibre actuel se dérègle soudain ? Cette interrogation ouvre 3 trajectoires possibles pour les 6 à 12 prochains mois, chacune reposant sur les dynamiques déjà observées sur le terrain, sans ajouter d'éléments externes. Dans le scénario de base, la tendance actuelle se maintient sans accélération majeure. Les forces régulières et les VDP continuent de sécuriser les portions les plus sensibles du territoire en consolidant progressivement les axes déjà rétablis autour de niveaux proches de ceux observés ces derniers mois. La baisse des attaques se stabilise sans reculer davantage, créant une zone de variabilité où les incidents persistent, mais sans retrouver l'intensité précédente. Dans ce cadre, la reconstruction avance par paliers, portée par les retours échelonnés, la remise en culture de certaines parcelles et la continuité d'intervention des équipes civiles. La présence régulière d'Ibrahim Traoré garderait alors son rôle de stabilisateur politique, sans toutefois produire d'effets d'accélération spectaculaires. Dans le scénario optimiste, la dynamique actuelle se renforce. Les retours de population augmentent au fur et à mesure que les routes restent praticables, les puits fonctionnels se multiplient et les écoles rouvertes gagnent en régularité. La désorganisation progressive des groupes armés, déjà perceptible dans certaines zones, se poursuit au point de réduire davantage leur capacité d'initiative. Les marchés recommencent à fonctionner, attirant des flux économiques modestes mais réguliers. Dans ce contexte, la coordination entre sécurité et services civils devient plus fluide, renforçant la cohésion locale. Le rôle de terrain d'Ibrahim Traoré s'inscrirait alors dans un mouvement où l'État gagne progressivement en efficacité. Enfin, dans le scénario de détérioration, les groupes armés parviennent à reconstituer une partie de leur capacité, fragmentant les lignes récemment stabilisées. Certains axes redeviendraient difficiles d'accès, entravant les interventions civiles et provoquant de nouveaux déplacements internes. Les avancées observées, retours familiaux, remise en culture, réactivation des écoles, seraient ralenties, voire suspendues dans certaines zones. L'État devrait alors détourner une partie des ressources vers l'urgence sécuritaire au détriment de la reconstruction sociale. Ces 3 trajectoires ne relèvent pas de la prédiction, mais d'une grille de lecture permettant de mesurer la robustesse ou la fragilité des tendances visibles aujourd'hui. Pour celles et ceux qui vivent dans les zones où la guerre a redéfini chaque geste du quotidien, les évolutions récentes créent un espace respirable, même si fragile. Les puits restaurés permettent de retrouver des routines minimales, les routes rouvertes réduisent l'isolement et les écoles réactivées redonnent structure et repères aux enfants. Ce ne sont pas encore des signes de normalité, mais des fragments de continuité qui allègent le poids de l'incertitude. Les familles qui reviennent par étapes reconstruisent leur journée autour de gestes simples. Puiser l'eau, cultiver, envoyer les enfants en classe. Pour celles et ceux qui suivent l'évolution institutionnelle du Burkina Faso, les changements observés renvoient à des enjeux de légitimité et de gouvernance. La présence plus régulière de l'État, routes fonctionnelles, interventions civiles, écoles rouvertes, dessine une trajectoire où la distance entre institutions centrales et localités périphériques commence à se réduire. La présence de terrain d'Ibrahim Traoré, souvent relevée dans les analyses, agit comme un marqueur politique lisible, celui d'une autorité qui ne se limite plus à administrer, mais qui partage les risques. Pour les membres de la diaspora et les observateurs extérieurs, la transformation en cours offre une lecture plus nuancée d'un pays longtemps réduit à ses crises successives. Les chiffres relatifs à la baisse des attaques, aux puits restaurés et aux écoles réouvertes témoignent d'une recomposition interne soutenue malgré un environnement encore volatile. Les reportages et chroniques spécialisées montrent un État tentant de reconstruire avec ses propres moyens, ce qui modifie la perception internationale d'un territoire souvent décrit uniquement sous l'angle de l'insécurité. Ces 3 perspectives ne convergent pas toujours,
Mais elles révèlent un fil commun, la recherche d'un terrain stable où la vie quotidienne pourrait recommencer à s'ancrer. La consolidation à moyen terme dépend d'une séquence d'actions coordonnées qui ne vise pas à transformer le paysage d'un seul coup, mais à ancrer progressivement des routines stables dans les zones sensibles. Cette logique repose sur 4 étapes complémentaires, déjà perceptibles dans la dynamique actuelle, sans introduire de faits nouveaux. Première étape, stabiliser durablement les axes vitaux. Les forces régulières et les VDP doivent maintenir une surveillance continue des routes principales, en particulier celles déjà rétablies ces derniers mois. La stabilité de ces corridors conditionne la mobilité des équipes civiles, l'acheminement du ravitaillement et la possibilité d'éviter une reprise rapide des incursions armées. L'objectif est simple, empêcher que les progrès réalisés se referment sous la pression ennemie. Deuxième étape, accélérer la remise en service des infrastructures essentielles. La restauration des puits et la réouverture des écoles doivent se poursuivre par cercles concentriques autour des zones sécurisées. Ces infrastructures structurent la vie quotidienne, donnent un cadre aux familles revenues et facilitent la reprise des activités agricoles et commerciales. Le retour d'un rythme minimal facilite aussi la cohésion des communautés. Troisième étape, renforcer la cohésion locale. Les collectivités doivent organiser des rencontres destinées à réduire les tensions issues des déplacements massifs. La reprise des marchés, des champs et des réseaux communautaires permet de reconstruire une forme de normalité sociale, même partielle. Quatrième étape, assurer une coordination civilo-militaire continue. La présidence, les gouvernorats et les ministères sectoriels doivent synchroniser leurs interventions pour éviter les ruptures entre sécurisation et reconstruction. Les déplacements réguliers d'Ibrahim Traoré dans les zones sensibles montrent que cette articulation repose autant sur une présence symbolique que sur une organisation opérationnelle. Ces 4 étapes forment une trajectoire pragmatique. Tenir les lignes, reconstruire les services, relier les communautés et coordonner les acteurs. Dans les villages où les premiers signes de reconstruction ont émergé, certaines images cristallisent le chemin parcouru. Le puits restauré de Nadiolo, où quelques familles se rassemblaient timidement au début, est devenu un point d'ancrage pour ceux qui avaient fui pendant des mois. À Tenco, les silhouettes des soldats et des VDP, autrefois figés dans l'incertitude, se déplacent désormais dans un paysage où le bruit des moteurs signifie autant la présence de l'État que la possibilité d'un danger. Ces scènes, discrètes mais persistantes, rappellent que le retour à la vie tient souvent à des détails minuscules. Dans cette recomposition progressive, les passages d'Ibrahim Traoré ajoutent une couche symbolique supplémentaire. Ces visites, une réunion sous un arbre, une marche parmi les troupes, une halte dans une école provisoire, s'inscrivent dans les récits locaux comme des signes de continuité plutôt que comme de simples moments capturés. Elles réactivent d'un motif déjà présent dans les micro-scènes du début, celui d'un engagement partagé entre autorités, habitants et volontaires. Ainsi revient une vérité simple. La stabilité ne se décrète pas, elle se construit, geste après geste, dans l'attention portée aux fragments de vie qui recousent d'un territoire longtemps brisé. Les transformations observées sur le terrain dépassent désormais les lignes de front pour se glisser dans les gestes ordinaires. Une école qui rouvre, un champ remis en culture, un puits qui reprend vie. Ces signes discrets dessinent une trajectoire où un pays longtemps fracturé tente de réaffirmer son ancrage, non pas par de grands discours, mais par une somme d'avancées concrètes. Dans les zones libérées, cette reconstruction quotidienne devient un fil invisible qui relie habitants, volontaires, enseignants, soldats et autorités locales. Ce mouvement exige un regard nuancé. Il ne s'agit ni d'optimisme forcé, ni de pessimisme mécanique, mais d'une attention lucide portée à ce qui se reconstruit, souvent lentement, parfois silencieusement. Partager cette attention en observant, en questionnant, en transmettant, contribue à renforcer ce tissu fragile qui se reforme. La question demeure ouverte. Quelle place chacun acceptera-t-il de prendre dans une reconstruction qui reste en mouvement et qui dépend, plus que jamais, de gestes répétés plutôt que d'images spectaculaires ?